Donc, nous allons voir ensemble l'essai odométrique. Cet essai donc permet de déterminer les paramètres de compressibilité, de consolidation, de perméabilité et de fluage. Nous allons regarder ensemble comment on détermine les paramètres de compressibilité. Donc, but, détermination des paramètres de compressibilité. La détermination de ces paramètres de compressibilité, que sont l'indice de compression, que sont l'indice de recompression, que sont l'indice de gonflement, vont servir au calcul du tassement des sols. Donc, imaginez sur un site que le sol de fondation soit sur une épaisseur donnée. Vous avez ici donc la limite des terres, la présence d'une nappe, et que sur ce site, vous allez réaliser un ouvrage. Alors, la réalisation de cet ouvrage va entraîner des tassements du sol de fondation. Donc, comment on va procéder pour le calcul des tassements du sol de fondation? Nous allons prélever un échantillon à une profondeur donnée, et cet échantillon-là, vous allez l'acheminer au labo, lui faire subir une variation de charge et apprécier le resserrement de cet échantillon de sol jusqu'à pouvoir déterminer à travers la courbe odométrique les paramètres CC, CR, CS qui vont servir au calcul du tassement. L'échantillon que vous prélevez ici à la profondeur Z, donc ce sol présentera un poids volumique saturé. À la même profondeur Z, l'ouvrage va apporter un accroissement de contrainte. Donc à cette profondeur-là, nous aurons la contrainte effective initiale plus l'accroissement de contrainte dû au bâtiment. La contrainte effective initiale, c'est égal tout simplement au poids volumique déjaugé multiplié par Z. Et l'accroissement de contrainte, c'est dû au poids de l'ouvrage à la même profondeur Z. Donc une fois au labo, l'échantillon de sol que vous prélevez, vous allez lui faire subir des charges successives et apprécier le déplacement, tracer la courbe odométrique et sortir ses paramètres. Votre sol de fondation précédemment donc, est sur une épaisseur donnée. À la profondeur Z, on a prélevé un échantillon. Cet échantillon-là, on va lui appliquer des charges successives. On va donc, sur cet échantillon, pouvoir avoir la lecture du déplacement et obtenir la courbe odométrique. Donc nous avons vu que sur ce sol, il est prévu la réalisation d'un ouvrage et que la réalisation de cet ouvrage va apporter à la profondeur Z un accroissement de contrainte. Donc je me retrouve avec un état de contrainte qui sera égal à la contrainte effective plus l'accroissement de contrainte. Sans l'ouvrage, j'aurai ici la contrainte effective initiale qui sera égale au poids volumique déjaugé multiplié par Z. L'échantillon est prélevé, acheminé au laboratoire. On va lui faire subir
des charges successives Ni. Cet échantillon va être placé dans une bague indéformable, de telle sorte que, sous l'action de la charge, il ne puisse s'y produire qu'un resserrement vertical, un déplacement vertical de l'échantillon de sol, et qu'aucun déplacement latéral ne puisse être permis. Nous allons regarder ensemble quelles sont les charges à appliquer. Donc sur un tableau, donc, nous allons identifier la charge, la contrainte induite, le déplacement, la variation de l'indice des vides et l'indice des vides. Alors, la charge Ni, le premier cas de chargement, c'est le dispositif. C'est le dispositif de chargement que vous allez utiliser. La contrainte, elle revient tout simplement à la charge sur la section de l'échantillon. Donc nous allons appliquer le dispositif de chargement et nous allons suivre à l'aide donc d'un comparateur le déplacement vertical de votre échantillon sous la charge appliquée. Donc il vous suffira tout au long donc du chargement de suivre le déplacement de l'échantillon sous la charge appliquée en fonction du logarithme de la contrainte. Il faut savoir que pour ces essais, le déplacement total est lu 24 heures après le chargement. Donc si vous appliquez une charge, c'est le lendemain, 24 heures après, que vous allez venir regarder sur le comparateur le nombre de graduations que le sol a subi et en déduire le déplacement. Donc je vais pouvoir mettre ici en ordonnée le déplacement et en abscisse, à l'échelle logarithmique, la contrainte induite. Et donc au fur et à mesure que vous allez charger, vous allez avoir ces lectures-là. Donc premier cas de chargement, le dispositif. Ensuite, vous allez appliquer 1/2 de la contrainte effective initiale, 3/4 de la contrainte effective initiale, donc ça vous amène à ce troisième point. Les lectures se font 24 heures après, donc vous avez le dispositif de chargement dans un premier temps. 24 heures après, vous allez faire la lecture, ce qui vous permet d'avoir donc ce déplacement-là. Vous augmentez la charge pour être à 1/2 de la contrainte effective initiale, c'est ce qui me permet d'avoir le second couple au bout de 24 heures. Vous augmentez la charge pour être à 3/4 de la contrainte effective, ce qui me permet au bout de 24 heures d'avoir le troisième couple, et ainsi de suite. Donc vous voyez ici, en début de chargement, on est dans une zone où la déformation, où le déplacement est assez faible, du fait qu'on est dans une zone qu'on va définir comme étant une zone surconsolidée. Et vous allez poursuivre. Donc je poursuis à la contrainte effective totale. Donc vous suivez l'évolution donc de vos différents couples jusqu'à ce que vous notez un changement de pente. Donc ce changement de pente là peut se produire juste après sigma prime V0, comme peut se produire
après l'application de la contrainte effective initiale. Donc on va aller à la recherche de ce changement de courbure ou de pente. Ça voudra dire qu'au-delà de sigma prime V0, vous allez appliquer un taux de 0,5 à 1. Donc cela veut dire tout simplement, si à sigma prime V0, je suis toujours sur la même pente, je peux me permettre d'ajouter 0,5, donc un taux d'accroissement de 0,5, donc ça me revient à 1,5 sigma prime V0 à 2 sigma prime V0. Donc, vous allez donc rajouter un palier de chargement jusqu'à ce que vous atteigniez un changement de la pente. Dès que vous atteignez ce changement de la pente, vous allez démarrer le déchargement. Donc, arrivé ici, je décharge à 3/4 de sigma prime V0. Donc ça, va me ramener. Je continue le déchargement pour revenir au dispositif. Donc, pour venir à cette position. Donc, vous avez ici la phase de chargement et la phase ici de déchargement. On recharge à nouveau, donc on va recharger à nouveau, donc on va se retrouver à 3/4 et ensuite revenir à sigma prime V0. Donc de là, on est maintenant dans la phase rechargement. Au-delà de sigma prime V0, vous allez donc appliquer un taux de chargement de 2. Donc je vais appliquer après sigma prime V0 2 fois sigma prime V0 ainsi de suite. Le dernier palier de chargement devra être supérieur à sigma prime V0 plus delta de sigma prime. Devra être supérieur à ce que devra subir le sol une fois l'ouvrage mis en place. Donc le dernier palier de chargement devra être supérieur à sigma prime V0 plus delta de sigma prime. Donc il est recommandé dans la norme de disposer de 3 points ou de 3 couples qui forment ici un alignement droit. Donc les contraintes, on saura les calculer si nous avons donc les valeurs de charge appliquées. Donc ici vous aurez donc le dispositif, ça va être les mêmes valeurs de contraintes qui vont être reconduites ici. La valeur de tassement, il vous suffit, quand vous appliquez la charge, 24 heures après, de venir récupérer au niveau du comparateur le déplacement pour calculer le delta de H. Le delta de E est relié au delta de H par la relation delta de H sur H0, c'est delta de E sur 1 plus E0. Le H0, c'est la hauteur initiale de l'échantillon. Le E0, c'est l'indice des vides initial au point de prélèvement. Et donc, je suis en mesure de sortir
l'indice des vides. Donc une fois que vous avez la colonne d'indice des vides, la colonne de contrainte, vous allez pouvoir tracer la courbe odométrique. En ordonnée, c'est l'indice des vides, et en abscisse, le logarithme de la contrainte verticale. Vous allez avoir donc l'allure de la courbe qui va vous permettre, donc là vous avez ce qu'on appelle la courbe odométrique. De cette courbe odométrique, nous allons sortir leur pente. Nous allons porter donc la pente de la partie ici en alignement droit. Cette pente-là vous donne l'indice de compression. Celle-ci vous donnera l'indice de gonflement qui est souvent aussi retenu comme étant l'indice de recompression pour certains cas de sol. Alors la contrainte de préconsolidation, qui est aussi un paramètre important dans le calcul des tassements, va pouvoir s'obtenir en considérant ou en prenant donc l'intersection des deux tangentes leur point d'intersection me permet d'obtenir la contrainte de préconsolidation sigma prime P encore définie sigma prime C, qui est considérée étant la charge la plus importante qu'aurait subi le sol au cours donc de son histoire. Vous avez les accessoires donc nécessaires pour la réalisation de l'essai odométrique, la cellule odométrique donc, dans laquelle on va placer cette bague qui va contenir l'échantillon de sol. Les pierres poreuses qui vont servir donc à l'application plus ou moins de la charge, mais qui auront aussi la fonction de drainage, de dissipation des pressions. Les papiers filtres qui serviront donc à retenir les particules fines. Ce joint-là qui va rendre donc le dispositif étanche pour qu'il n'y ait pas de perte d'eau. Donc nous allons dans un premier temps, donc pour ces genres d'essais, peser d'abord la bague. Donc en la pesant, on a sa masse à vide. Ensuite, vous allez prélever votre échantillon en utilisant cette bague qui est aussi une trousse coupante. Vous avez ici un échantillon de sol qui a été extrait, comme nous l'avions vu, à une certaine profondeur, donc qui présente une certaine densité. Nous voulons apprécier les paramètres de compressibilité de cet échantillon de sol. Donc nous allons effectuer notre prélèvement. Donc on enfonce la bague dans le sol. Et délicatement, donc, on va aller rechercher la facette inférieure. Donc, on taille en essayant donc de conserver la densité ou l'agencement des particules.
Donc on fait de même sur l'autre facette. On le pèse à nouveau. Donc, ça nous permettra de connaître la masse, de même que la teneur en eau, DC. Vous placez le papier filtre inférieur. Donc, vous le saturez d'eau. Donc, vous le saturez d'eau. La pierre inférieure est saturée d'eau. On place la bague, la pierre, donc le papier filtre supérieur, la bague, la pierre supérieure. Voilà. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle le dispositif de chargement. Okay. Donc c'est le premier palier de chargement. Donc l'ensemble va être déposé sur le bâti. Donc le bâti est composé ici d'un bras de levier, le plateau de chargement, un comparateur qui va nous permettre de suivre la lecture verticale, une burette qui va permettre donc de mettre l'échantillon, donc facette supérieure ou facette inférieure en présence d'eau, et qui pourrait aussi servir à la détermination de la perméabilité. Donc, nous allons placer, donc joindre la burette à la cellule. Voilà. Donc le bras est positionné horizontalement à l'aide donc de cette bulle. Voilà, donc on déplace la bulle jusqu'à ce qu'elle soit au centre. Donc là c'est bon. Alors, le principe est simple. Si vous chargez le plateau, vous voyez bien que le système de chargement n'est pas en fait passé ou ne passe pas à l'axe de votre échantillon. Donc vous avez ici un bras de levier, donc un coefficient multiplicateur. Donc à cette position, si vous mettez une charge de 1 kg, va s'appliquer sur l'échantillon de sol une charge de 10 kg. Donc vous multipliez la charge initiale par 10. Okay. Donc le bras est à l'horizontale, tout le dispositif est mis en place. Nous allons
maintenant placer le comparateur qui va nous permettre d'avoir la lecture des déplacements voilà. Donc on est ici au 0. On va pouvoir donc, sous l'application de charge, suivre le déplacement du sol et avoir la lecture sous chargement appliqué. Donc nous allons mettre de l'eau dans la burette. De même, permettre à la facette supérieure de l'échantillon, voilà, donc nous avons vu que la première charge, c'est le dispositif. Donc ça suppose quoi? Ça suppose tout simplement que je vais libérer le bras. Donc on va libérer le bras et laisser le dispositif s'appliquer sur l'échantillon pendant 24 heures. Donc les lectures de déplacement, ce delta de H là qui est un déplacement, s'effectuera qu'au bout de 24 heures. Donc si vous appliquez une charge, c'est 24 heures que vous allez venir pour faire la lecture de déplacement. Et vous continuez, vous augmentez donc la charge, vous revenez 24 heures après pour faire la lecture de déplacement, ainsi de suite. Donc c'est un essai qui peut prendre au moins une dizaine de jours, au moins une dizaine de jours. Donc les lectures se font tous les 24 heures et dès que vous avez, une fois que vous avez donc vos valeurs de déplacement, vous êtes en mesure de calculer la variation de l'indice des vides et l'indice des vides pour sortir la courbe odométrique. Donc nous allons décharger, donc en laissant sous le poids du dispositif. Donc en déchargeant, vous allez noter ici un déplacement de l'aiguille. Voilà. Donc on décharge complètement. Donc sous le poids du dispositif, nous avons noté un déplacement de l'aiguille de 50 graduations. Les 50 graduations là correspondent à 0,5 mm. Vous avez une gradation 0,01 mm. D'accord? Donc si vous rajoutez les 50, vous êtes à 0,5 mm de déplacement sous le poids du dispositif de chargement. Et donc ceci, ce n'est qu'à l'instant où j'ai déchargé. Normalement, la lecture de déplacement final, vous l'obtenez 24 heures après. Donc il me faut 24 heures pour venir faire la lecture de déplacement total sous la charge du dispositif. Et arrivé à ces 24 heures, je vais rajouter pour être à 1,5 de sigma prime V0 et revenir 24 heures plus tard pour avoir la lecture de la deuxième charge ou du second chargement. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir les valeurs de déplacement et les valeurs de charge correspondantes pour tracer la courbe odométrique. Donc, au bout de 24 heures, nous avons obtenu une lecture de 55 graduations. Donc 55 graduations sachant qu'une graduation fait 0,01 mm. Donc ça, c'est la première charge. Nous allons rajouter le deuxième chargement donc sous le deuxième chargement,
Au bout de 24 heures, nous avons obtenu 120 graduations. Je poursuis. Troisième chargement. Nous avons obtenu 151 graduations. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait le dernier chargement. Donc, 210 graduations. On va enclencher maintenant la phase de chargement qui consiste à enlever donc la charge en allant donc de sigma prime V0 à 3/4 de sigma prime V0. Donc, on décharge. On se retrouve à 120 graduations. On décharge à nouveau pour nous retrouver juste avec le dispositif de chargement. On se retrouve à 40 graduations. On charge à nouveau. 125 graduations. « 210 graduations au bout de 24 heures. « 300 graduations. » graduations. Ceci nous permet donc de calculer le déplacement. Connaissant le déplacement, je calcule la variation de l'indice des vides et j'en déduis l'indice des vides. Donc, pour chaque valeur de chargement que vous avez ici en ordonnée, la valeur d'indice des vides correspondant. Donc, vous allez avoir l'ensemble de vos points ou de vos couples.
Et vous allez donc pouvoir tracer la courbe de chargement, la courbe de déchargement, la courbe de rechargement, ainsi de suite, jusqu'à sortir les paramètres de compressibilité CC et CS. Donc une fois que vous arrivez à terme de votre essai, le déchargement aussi va se faire par phase. Donc on va décharger par phase, c'est-à-dire on desserre le comparateur, on libère le dispositif, il me faut une... là c'est bon. Voilà. Sauf que si c'est pas serré, voilà. Donc on récupère l'échantillon. Bon, okay. Donc on va pouvoir donc placer l'échantillon sur une plaque en verre et sortir la masse des solides. Ça en est terminé. On veut juste prendre, j'ai oublié de prendre la plaque en verre là. Donc prenez la plaque en verre et on prend la tare. Donc ceci nous permet, une fois placé à l'étuve, donc d'avoir la masse des solides que vous avez dans l'échantillon de sol.